Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à ce webinaire organisé par le réseau TRISE sur la question de la biodiversité en entreprise. Le réseau TRISE est un réseau d'experts qui a été constitué il y a maintenant 4-5 ans, qui regroupe une, une bonne vingtaine, presque une trentaine, de spécialités très différentes autour d'un partage de valeurs sur le plan éthique, mais autour aussi d'experts et de métiers qui touchent tous de près ou de loin à la transition. Alors ça va du climat à la biodiversité, de l'expertise comptable à l'architecture, de l'analyse des risques à la forêt, de la finance à la médecine, de la biologie à la chimie, etc. etc. Et donc nous avons à la fois une activité, je dirais, de réflexion commune, mais aussi une activité de pratique professionnelle commune. Et dans le cadre de cette pratique professionnelle commune, nous avons lancé six, je dirais, capacités de service autour de grandes thématiques. Il s'agit de l'adaptation, du carbone, de l'économie circulaire, de la CSRD, du devoir de vigilance, de la taxonomie et enfin de la biodiversité versus entreprise. Et c'est donc sur cette thématique-là que nous avons le plaisir de nous exprimer aujourd'hui avec mes amis Bertrand Delprat et Jérôme Baptiste, avec lesquels nous avons déjà maintenant une habitude de travail de quelques années avec beaucoup de plaisir et d'efficacité. Alors, dans ce groupe biodiversité en entreprise, il y a également Laurent Bazin qui est expert comptable, Éric Branquet qui gère les questions de risques sanitaires, Sylvestre Couder qui est un spécialiste de la forêt, Alexandre Lamy qui est docteur en géologie appliquée, qui travaille sur les sols, et enfin Frédéric Perrin qui travaille sur la décarbonation et les procédés chimiques et industriels, ces sujets pouvant être concernés, adjacents à la question centrale de la biodiversité. Nous allons donc nous répartir le travail, si je puis dire, entre nous. Je vais commencer par les aspects un peu juridiques, puis je passerai la parole à Bertrand Delprat, puis enfin Jérôme Baptiste, et il nous restera un quart d'heure pour les questions. D'ores et déjà, je vous remercie, si vous avez des questions, de ne pas hésiter à nous les poser dès le début de ce webinaire, de manière à ce que nous puissions être à même d'y répondre. Alors, la biodiversité est entrée dans le droit il y a déjà un paquet d'années. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Et quand on dit entrer dans le droit, cela veut donc dire que cela peut intéresser les entreprises. Les études d'impact existent en France depuis 1976, au niveau européen depuis 1984, et toutes les entreprises savent que quand elles doivent faire des projets d'une certaine envergure, eh bien, elles doivent faire une étude d'impact. De la même manière, l'autorisation environnementale, qui aujourd'hui s'est substituée à la quasi-totalité des autorisations nécessaires pour mener à bien un projet, l'autorisation environnementale a évidemment un volet biodiversité qui est extrêmement important. Ensuite, vous avez toutes les législations de protection qui se sont mises en place. Alors, à commencer bien entendu par les monuments historiques, mais bien entendu les sites naturels, et ce depuis 1930, donc ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Et puis ensuite, sur la biodiversité elle-même, flore et faune, avec un certain nombre de textes, souvent d'origine communautaire d'ailleurs, avec les directives oiseaux, les directives habitat, avec les zones Natura 2000, et puis plus récemment, avec la protection des espèces dites protégées et l'obligation d'obtenir une dérogation pour mener à bien un projet si l'on porte atteinte de manière sérieuse aux espèces protégées. Vous me pardonnerez pour cet inventaire à la Prévert, mais simplement pour souligner le fait que dans
tous les projets qu'elles essayent de mener à bien aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à la question de la biodiversité. Donc, cette question-là, elle est juridique, mais comme mes amis pourront vous le dire, le juriste, il ne peut faire qu'avec ce que les scientifiques lui donnent. Une étude d'impact, c'est avant tout une étude 4 saisons. Ce n'est pas le juriste qui va la faire. Et soit il va la défendre, soit il va l'attaquer en fonction du travail sur lequel il est appelé à intervenir. Mais de toute façon, on voit bien qu'il y a un lien extrêmement étroit entre la partie scientifique et la partie juridique. Ce dont nous allons vous parler aujourd'hui est un petit peu différent, va au-delà, et c'est ce que j'appellerais l'entrée en force de la question de la biodiversité dans le droit de l'entreprise. Nous sommes, pour essayer de bien figer les choses, à peu près là où nous en étions il y a 15 ans pour la question climatique dans l'entreprise. Vous voyez, c'est à peu près ça. Il y a un décalage, je vous dirais, entre 10 et 15 ans. Du reste, le GIEC a à peu près été créé 30 ans ou 25 ans avant l'IPBES, qui rend le même service pour la question de la nature. Donc, les entreprises commencent sérieusement à s'intéresser au sujet, indépendamment de ce que je viens de citer, c'est-à-dire indépendamment des moments où elles ont un problème spatial à résoudre pour une acquisition ou une transformation de leur site. Avant tout, je voudrais, et sous le contrôle de Bertrand et Jérôme, rappeler que selon une étude récente, 60% de nos entreprises dépendent de manière critique d'un service écosystémique. C'est très important de prendre conscience de cela. Cela veut donc dire que nous avons plus de 50% de nos entreprises dont la pérennité ne peut être assurée que si le service écosystémique sur lequel elles reposent est assuré. C'est quelque chose de très important dont il faut prendre conscience. Et c'est sans doute la raison pour laquelle le sujet entre de plein pied dans le monde économique, a commencé, bien entendu, par l'extension du champ de la responsabilité sociale et environnementale, par l'entrée en vigueur de ce que l'on appelle la CSRD, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, qui est une comptabilité extra-financière qui est imposée aux entreprises d'une certaine importance. Alors, je ne vais peut-être pas avoir le temps de rentrer dans les détails des entreprises, même si je peux évidemment le faire, des entreprises qui sont concernées, parce que ce qui est très important de comprendre, c'est qu'en fait, ce ne sont pas seulement les grandes entreprises qui sont concernées, c'est en fait toute leur chaîne de valeur. C'est-à-dire que même une PME qui va travailler avec une grande entreprise, qui va devoir faire sa CSRD et qui va devoir répondre à son devoir de vigilance, elle va se retourner vers son sous-traitant pour lui dire « Vous faites quoi sur la biodiversité, cher ami ?» Et ce que le sous-traitant soit rang plus 1, rang 2, rang 3, rang 4, rang 5, il n'y a pas de limitation. La seule limitation, c'est que ce sous-traitant ait réellement un impact sur la biodiversité. Dans un sens ou dans l'autre, c'est ce qu'on appelle la double matérialité. C'est-à-dire, ce qu'on demande aux entreprises, c'est de se poser deux questions. La première, c'est quel est mon impact sur la biodiversité? C'est-à-dire, en quoi est-ce que mon activité va nuire ou au contraire améliorer la biodiversité? Et il y a la deuxième question, c'est en quoi la biodiversité va-t-elle concerner mon entreprise? Et j'en reviens à la question première que je posais tout à l'heure, c'est-à-dire la dépendance des entreprises aux services écosystémiques. Et donc, dans le cadre de cette CSRD, qui entre en vigueur pour la première fois en 2025, même si aujourd'hui beaucoup disent qu'ils veulent la revoir et la modifier, il y a dans la réglementation CSRD un certain nombre de règles qui ont été posées qui s'appellent les ESRS. Ces règles-là fixent par catégorie les questions à se poser. Et l'ESRS numéro 4 vise précisément notre sujet, c'est-à-dire biodiversité et écosystème. Alors, quels sont les thèmes à traiter?
il y en a 4 qui ensuite sont subdivisés. Les facteurs d'impact direct, les impacts sur l'état des espèces, les impacts sur l'étendue et l'état des écosystèmes, et enfin, les impacts et dépendances vis-à-vis des services écosystémiques. Pour la première catégorie, qui est la plus lourde à traiter, c'est-à-dire les facteurs d'impact direct, il faut traiter l'impact du changement climatique, qu'est-ce qui va changer sur la biodiversité, les changements d'affectation des terres et d'utilisation des eaux douces et des mers, et donc on a un lien avec un autre ESRS qui est celui de l'eau, l'exploitation directe des organismes, les espèces exotiques envahissantes et enfin la pollution. Si on s'intéresse aux impacts sur l'état des espèces, on va s'intéresser à la taille de la population de l'espèce et au risque d'extinction mondiale des espèces. Et enfin, l'impact sur l'étendue et l'état des écosystèmes va amener à travailler sur la dégradation des sols, d'où l'intérêt d'être accompagné d'un spécialiste des sols auquel je me référais tout à l'heure, à la désertification et à l'imperméabilisation des sols, et on retombe sur les problèmes hydrologiques et hydrographiques. Voilà, donc si vous voulez, nous avons là maintenant une obligation pour l'entreprise donneur d'ordre, mais derrière, pour toute sa chaîne de valeur, même si c'est de manière beaucoup plus modeste, de se poser des questions et d'y apporter, c'est bien de se poser des questions, mais encore faut-il y apporter les bonnes réponses. Donc, voilà une première thématique qui montre comment le sujet biodiversité est entré de plein pied dans l'entreprise. Deuxième manière d'aborder le sujet, qui va peut-être paraître à certains d'entre vous un peu, allez, j'ose l'emploi du mot lunaire, entre guillemets, c'est la question que se pose aujourd'hui un certain nombre de très grandes entreprises, du point de savoir s'il ne faut pas, pour essayer de régler convenablement la question du droit de la nature, indépendamment de la question de savoir s'il faut lui reconnaître ou pas une personne morale, personnalité morale, qui est un autre sujet, s'il ne faut pas faire entrer la nature au sein des conseils d'administration. C'est-à-dire qu'il y ait un administrateur au sein d'un conseil d'administration qui soit là pour donner l'avis de la nature. Et ça a été l'objet d'une rencontre qui est annuelle maintenant, qui s'appelle les rencontres de Giverny, qui réunit les très grandes entreprises, plutôt le niveau du CAC 40, qui a réfléchi l'année dernière sur ce sujet et qui a proposé qu'il y ait effectivement dans les conseils d'administration un administrateur représentant la nature. Troisième sujet, plus concret, qui monte en puissance, c'est la question des certificats de biodiversité. Vous avez pu voir qu'au moment de la très brillante étant un euphémisme et donc entre guillemets conférence de Bakou, on a trouvé un règlement à la question des crédits carbone, du marché volontaire. Dans la foulée, on est en train de pousser beaucoup sur la question des crédits carbone, des crédits biodiversité. C'est un sujet qui monte en puissance et qui effectivement ouvre beaucoup de discussions, parce qu'à la fois ce serait un moyen intéressant de trouver des financements pour améliorer la biodiversité. Je surveille l'heure de manière à ne pas manger le temps de mes collègues, mais c'est évidemment un certain nombre de risques, de perturber la hiérarchie de l'atténuation, le risque de greenwashing, le risque de perturbation réglementaire, le risque lié à une surévaluation des gains de biodiversité pour gagner des sous, les risques liés à la fiabilité des processus de contrôle, à l'absence de valorisation des bonnes pratiques existantes, les risques liés à la non-permanence et enfin au déplacement des impacts. Il n'en demeure pas moins que ce sujet monte incontestablement et qu'il va très certainement se développer, le sujet étant de l'encadrer convenablement. Je pense que, à mon point de vue, mais il est personnel et peut-être dans les questions on reviendra là-dessus,
ça ne sert à rien de dire c'est pas moral ou c'est pas éthique ou ça me va pas. De toute façon, ça va se faire. Le sujet est de savoir comment. Et donc, à mon sens, là où les partisans, les défenseurs de la nature doivent être très actifs, c'est sur l'encadrement. De manière à ce que ça ne se transforme pas en pipeau généralisé. Ça, c'est quand même absolument fondamental. Et notamment, on a vu avec la séquence évaluée, réduire, compenser, la séquence ERC, dont peut-être vous allez reparler, messieurs, éviter, réduire, compenser, que le éviter, personne ne le fait, que le réduire, pas beaucoup. Et donc, on est dans la compensation qui n'est pas toujours extraordinaire et qui, de toute façon, n'apporte rien parce qu'on compense par un espace naturel qui existe déjà. Donc, on n'améliore pas la situation. Le sujet, c'est de l'améliorer. Et je renvoie très rapidement à la loi industrie verte qui a prévu des crédits nature, précisément, dans un système de compensation qui est donc celui-là, celui du droit français, avec l'utilisation de ce qu'on appelle les ORE, c'est-à-dire les obligations réelles environnementales qui permettent de créer des obligations de protection qui suivent la propriété du sol et qui ne sont pas individualisées en fonction du propriétaire, qui donc sont beaucoup plus solides. Et puis je terminerai en dernier lieu sur l'intérêt qui est de plus en plus porté par les entreprises à ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature. Les solutions basées sur la nature, ça va, je dirais, du biomimétisme, c'est-à-dire de toutes les mécanismes industriels qui se reposent sur les solutions que la nature a trouvées pour permettre des technologies qui imitent ces phénomènes, par exemple le Kevlar, qui est parti de la toile d'araignée quand même, mais également les solutions basées sur la nature pour réduire les risques de catastrophes. Je renvoie à cet égard à un rapport extrêmement intéressant qui est sorti il y a maintenant un mois, hein, en octobre 2024, qui met en évidence, c'est un rapport d'une association qui s'appelle CREDIT, CR majuscule EDI minuscule T majuscule, qui montre que les solutions basées sur la nature sont les plus rentables pour réduire les risques de catastrophes naturelles. Voilà, ce très rapide tour d'horizon juridique qui n'a pas du tout un objectif exhaustif, mais simplement vous donner envie, mesdames et messieurs qui nous écoutez, de vous pencher sur le sujet. Et je passe maintenant très volontiers la parole à Bertrand Delprat. Je vous remercie, Corinne. Alors, avant de commencer vraiment à rentrer dans le sujet de la biodiversité, donc je suis ornithologue de formation et président du bureau d'études Calidris. Donc la biodiversité, l'étude de la biodiversité est au cœur de l'activité de l'entreprise que je préside et de toutes mes activités. Ce qui est intéressant dans la question de la biodiversité, comme le disait Corinne, c'est que on est sur une question qui est française en termes de droit. On est également sur une question européenne, mais on est également sur une question internationale parce que la biodiversité, la prise en compte de la biodiversité est présente dans les attendus des bailleurs mondiaux, que ce soit l'IBRD, que ce soit l'IFC, qui dès lors qu'ils vont financer des projets, ils attendent une prise en compte de la biodiversité qui réponde à un certain nombre de standards qui, sur bien des aspects, sont plus importants que les attendus du droit français. L'intérêt de la collaboration que nous avons mis en place sous l'impulsion de Corinne Lepage il y a quelques années via le réseau TRIS, c'est que le fait d'avoir une collaboration aussi étroite avec des spécialistes du droit, de la chimie, de la biologie, de l'écologie, ça permet à chacun de fournir à nos clients des conseils
adapté et précis, et surtout, chacun apprenant la langue de l'autre. La culture du droit est rentrée très fortement dans notre entreprise. La culture de l'écologie au travers des différents dossiers que nous avons traités avec les collaborateurs, collaboratrices de Corinne Lepage, ont infusé dans son cabinet, et de même avec Jérôme Baptiste, puisqu'on travaille régulièrement sur des problématiques ensemble. Concrètement, le travail de qualificatrice au sein du réseau TREES, avec le cabinet Corinne Lepage notamment, c'est vraiment de mettre en œuvre un travail collaboratif sur ces questions de biodiversité lorsqu'elles arrivent au niveau du droit, ou avec Jérôme Baptiste par exemple, lorsqu'il est question de dette écologique et de compensation. Un des enseignements essentiels que je retiens du travail, de la manière que l'on a de travailler au sein du réseau TREES, c'est que les points qui sont importants pour l'expert biodiversité que l'on est arrivent dans le cabinet de conseil de droit, arrivent dans le cabinet d'expertise foncière, et les points de vigilance des autres experts arrivent également, et notamment l'usage des mots, qui est crucial lorsque l'on est en train de faire un audit, lorsque l'on est en train de soutenir une procédure en collaboration avec le cabinet d'avocats. Juste un exemple extrêmement simple, lorsque on utilise en langage courant le mot dérangement, le mot perturbation, généralement ils sont utilisés dans un sens assez proche, alors qu'en termes de droit et en termes d'écologie, la perturbation est totalement différente simplement du dérangement, puisque le dérangement ne tombe pas sous le coup des interdictions de l'article 411.1 qui a trait à la protection des espèces, alors que la perturbation, oui, de même par rapport à Natura 2000. L'étude de la biodiversité dans l'entreprise, c'est connu essentiellement sous le premier angle qui est l'étude des espèces, parce que suivant le régime de protection des espèces, suivant l'état de conservation des espèces, d'une part, la proportionnalité d'application du droit va être différente, mais également le régime réglementaire de l'instruction d'un projet, de la réponse qui serait faite aux détracteurs d'une activité, ou la manière dont la conservation des espèces serait intégrée dans un audit de CSRD est importante. Il est important dans le cadre de la CSRD de pouvoir évaluer quel va être l'impact sur la faune des grandes forêts d'Europe centrale de l'usage du bois. Quels sont les approvisionnements, comment l'exploitation du bois est réalisée, et au final, quel va être l'effet de cette action, par exemple, sur les ours, les loups, les lynx, les grandes chouettes. Et on peut également décliner cette approche sur les approvisionnemons agricoles. Autre volet important qui est l'étude des phénomènes biologiques qui sont à l'œuvre en cas de réalisation de projet. Lorsqu'on a un projet, on a une action sur des espèces, sur les individus des espèces, mais également sur l'écosystème en général. Et il est important de pouvoir étudier la fonctionnalité, de comprendre la fonctionnalité de cet écosystème, en particulier lorsqu'on parle de zone humide. D'une part pour l'aspect réglementaire, il y a la nomenclature 3310 de la loi sur l'eau, mais également sur les fonctionnalités géobiologiques qui ont trait à la régulation des crues, à la régulation des cours d'eau, à la rétention de l'eau, qui, dans un contexte d'épisodes climatiques extrêmes de plus en plus fréquents et de plus en plus importants à brève échéance, vont jouer un rôle crucial. C'est également évalué avec les experts du réseau, experts chimistes, qui travaillent sur notamment
des PFAS, sur les microplastiques, de quelle manière ces polluants sont capables de contaminer des chaînes alimentaires, l'écosystème, et quelle influence ils vont avoir, quelle influence ils peuvent avoir sur la survie des individus, sur la robustesse des populations, sur leur capacité à se maintenir en bon état de conservation. L'intérêt d'avoir ces spécialistes de ces questions précises et l'intérêt qu'il y a, qu'ils aient l'habitude de travailler ensemble, c'est que ça permet un transfert de compétences, de connaissances de la bibliographie des uns envers les autres pour au final offrir une réponse qui soit robuste et étayée. Enfin, les derniers aspects sur lesquels on travaille, c'est l'étude des habitats, qui rejoint un peu l'étude des phénomènes biologiques, mais également la relation qu'il y a entre les maillons constitutifs de l'écosystème et quelle va être leur résilience, quelle est la résilience attendue de l'écosystème suite à une perturbation, suite par exemple à un projet qui serait abandonné et qui laisserait des terrains nus suite à une décision de justice, comment ce terrain va pouvoir repartir à la nature, comment il peut être renaturé. Voilà, c'est le travail de l'écologue de mettre en perspective les connaissances scientifiques avec l'état initial et le conseil juridique pour trouver une voie ou dérisquer ou maîtriser à la fois le risque juridique et le risque biologique. Voilà, ces interventions, elles peuvent être valorisées dans le cadre de procédures réglementaires ou d'audits sur la CSRD. Et se pose, in fine, dans nos dossiers, également la question de la dette écologique. Une fois qu'elle est identifiée, une fois qu'elle est chiffrée, il faut pouvoir faire intervenir un expert quantifié qui va permettre d'aborder la compensation, aussi bien la compensation biologique, la fonctionnalité de ces nouveaux terrains, mais également la fonctionnalité financière, puisque lorsqu'on va mettre en place de la compensation sur un terrain, il y a déjà une activité agricole, une activité forestière ou simplement de la nature, et il y a une valorisation foncière. Et ce travail, généralement, est fait en collaboration donc, avec Jérôme, qui intervient finalement à la fin de ces dossiers. Mais voilà, rapidement, comment Calidris intervient au niveau du réseau Trees et sur l'offre biodiversité. Jérôme. Ben merci, transition parfaite. Merci Corinne, merci Bertrand. Oui, alors pour ma part, donc je suis expert foncier, Jérôme Baptiste, co-gérant du cabinet Dynamique Foncière d'expertise foncière. Qu'est-ce que c'est que l'expertise foncière? C'est une profession réglementée, assez peu connue, régie par le code rural, où notre ordre nous impose des compétences notamment en technique agricole et en économie agricole, bien sûr. Notre intervention, c'est aussi tourne autour du foncier. Foncier éminemment agricole, mais pas que, également forestier, puisque nos petits cousins sont également experts forestiers et appartiennent au même ordre. Et alors on intervient, comme le dit Bertrand, en fin de course, je dirais presque, pour la détermination, la contractualisation quelque part des terrains aptes à être naturés. Mais également sur des plans techniques directement sur sollicitation de Corinne pour déterminer techniquement la valeur, le chiffrage, la valeur d'un terrain, d'un bien agricole quelconque, bâti ou non. Voilà, notre métier, c'est la technique quelque part, foncière. Des exemples menés par exemple avec Calidris, une fois que Calidris a déterminé la dette écologique relative à des zones humides qu'on a pu qu'ils ont pu identifier liées notamment à une extension d'usine, nous on voit comment mobiliser le terrain. Calidris vérifie que ce terrain est bien apte à être naturé et à épurer la dette écologique, et nous s'enclenche une étape de négociation, de détermination d'indemnité et de choix du véhicule juridique quand même, hein, puisque là-dessus on va le voir, il faut ouvrir grand ses chakras, et l'achat n'est pas, loin s'en faut, la seule solution. Pour tout ce qui va être justement
les questions à se poser lors d'une recherche de terrain à renaturer dans le cadre de mesures de compensation écologique, eh ben, il y a des questions à se poser qui vont être pourquoi indemniser déjà, qui indemniser, comment l'indemniser en nature, en numéraire, en une fois, de manière récurrente, jusqu'où indemniser, jusqu'à la prise de retraite de l'exploitant agricole. Souvent, on va viser des terrains qui ont un usage. Et on va donc avoir plusieurs titulaires de droit, le propriétaire ou les propriétaires. On peut avoir des moments de propriété, donc il faut bien vérifier tout ça. Et ensuite, l'exploitant agricole qui, généralement, a les usages du terrain en vertu d'un bail rural avec des clauses d'ordre public, et c'est extrêmement rigide, et souvent on méconnaît le bail rural, le code rural, et là-dessus, souvent, Corinne peut intervenir également pour remettre les pendules à l'heure, parce qu'il y en a parfois besoin. On va réfléchir aussi comment indemniser. Donc, ça veut dire quelle modalité organisationnelle, un protocole, pas de protocole, quel contact avec les propriétaires, les exploitants, et enfin, quoi indemniser. Donc, quelles vont être finalement la détermination de l'indemnité par rapport aux contraintes que va imposer la renaturation. Donc, en clair, l'indemnisation, elle va dépendre du type de foncier. Est-ce que c'est une friche, que c'est un bois, une culture, une prairie, du type de maîtrise foncière, achat, conventionnement, RE, on va en lister quelques-unes. Et qu'est-ce qu'on met comme MCE, comme mesure de compensation écologique? Est-ce qu'on occupe un espace de manière pérenne? J'implante une mare, j'implante une haie, un bois. Ou est-ce que c'est juste, et il y a beaucoup de compensations qui sont comme ça, un changement d'usage, une modification de pratique agricole. C'est l'idéal, quelque part, c'est les plus faciles à négocier presque, parce qu'on maintient l'activité agricole. L'impact sur la propriété, d'abord, on va avoir une perte du libre emploi d'une partie du bien, donc c'est une perte d'usus, une perte de fructus, c'est la destination est modifiée quelque part, et parfois on peut impacter le terrain de manière assez forte avec la destruction d'un drainage, donc ce n'est pas rien, hein. Et en matière agricole, du plus simple, ça va être juste quelque part la perte de subvention, ça peut arriver notamment, hein. Jusqu'au plus forte, on peut avoir des allongements de parcours, on peut créer des pointes ou des rétrécissements dans le champ, donc ce qui fait que c'est plus exploitable, on peut détruire un drainage, on peut supprimer un forage, donc mais la base, quelque part, ça va être la perte de marge brute. Car dès l'instant où on intervient sur un espace exploité de manière agricole, on va avoir une action pour faire simple, sur son revenu. Voilà. Et donc, il va falloir chiffrer la différence à compenser. Et ça, sur toute la durée des mesures, au moins jusqu'à sa prise de retraite. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose d'inné, mais ça se fait. Et on fait œuvre de pédagogie, justement, avec Bertrand, pour expliquer l'impact que vont avoir ces mesures. Notre rôle, c'est vraiment de traduire les mesures de compensation, la renaturation, en contraintes agricoles. Voilà, c'est notre rôle, de changer de langage quelque part, un rôle de traducteur. Ce qui permet comme ça de tout de suite quelque part rassurer et de circonscrire les impacts réels sur le système productif. De quel véhicule juridique dispose-t-on? Eh ben, il faut qu'on arrête de me parler d'achat en permanence. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vient à l'esprit en priorité, mais c'est le plus cher, et ça ne règle pas le problème du bail rural qui va suivre la vente. Donc, on va de toute manière devoir indemniser l'exploitant. Il y a plein d'autres solutions, des conventions, des clauses environnementales. On peut inclure des clauses environnementales dans le bail rural, qu'on appelle par abus de langage BRE, bail rural environnemental. Ce sont des clauses environnementales qu'on peut mettre dans tout type de baux environnementaux. Il y a plein de baux agricoles, il y a plein de types de baux agricoles. Les fameuses ORE dont a parlé Corinne et Bertrand, obligations réelles environnementales, qui sont faits pour justement le support de renaturation, mais sont encore malheureusement limités à certains titulaires plutôt publics plutôt que privés.
On a la création de bails emphytéotiques, donc un bail très très fort, bien plus fort que le bail rural, qui va donner un droit de quasi-propriétaire au preneur, qui va être donc la société ou le maître d'ouvrage qui va avoir à renaturer. Voilà, donc il y a plein de solutions qui peuvent être panachées dans le temps également. On peut commencer par une convention pour bloquer le terrain et aboutir après à une ORE, par exemple. Il y a plein de solutions. Et à chaque fois, quelque part, une indemnité à définir au plus près du dommage et au plus près de la contrainte, pour ne pas non plus tomber dans la financiarisation de la nature et toujours justifier les choses. Voilà. Alors, je voudrais faire un très rapide retour sur les clauses environnementales du bail rural. Pourquoi? Parce que elles sont techniques. C'est un outil qui est, à mon sens, pas assez employé, qui a effectivement encore des limites en termes de mise en œuvre, notamment de par la nature du bailleur, où il faut que le terrain soit inclus au moins en partie dans déjà un zonage de protection environnementale. Mais c'est vraiment très utile parce que ça permet de ne pas tout bousculer. On a déjà une situation juridique qui existe avec un propriétaire, un bail rural. On va venir inclure, saupoudrer le bail rural de données de protection environnementale et c'est plutôt pas mal. Il y a 16 clauses qui sont définies par la réglementation qui sont très très light finalement au final en descriptif. Par exemple, on parle de modification technique de travail du sol. Il y en a plein. Donc, le travail de l'expert, ça va être de rendre concret, de manière très pratique, de préciser ces clauses pour ensuite pouvoir les rédiger proprement et qu'elles soient surtout applicables sur le terrain. Voilà. Les modalités de fonctionnement de tout cela, c'est, et j'aurais peut-être dû commencer par cela, c'est vraiment d'abord un jeu de ping-pong permanent entre le cabinet écologue et l'expert, puisque le cabinet écologue, on va recueillir sa dette écologique, on va la traduire en contrainte, et ensuite on va rechercher des terrains et on va lui soumettre ces terrains pour savoir s'ils sont aptes à la renaturation. Et ensuite, on va faire une double hiérarchisation finalement entre l'aptitude à la renaturation et la dureté foncière. La dureté foncière, c'est la difficulté à contractualiser un terrain. Et de manière à avoir un niveau d'équilibre sur un terrain qui va peut-être pas être l'idéal en termes de renaturation, mais qui va être contractualisable. Donc, pour gagner du temps, tout simplement. Et ensuite, c'est un jeu de ping-pong aussi, avec le cabinet d'avocats, pour mettre en musique toute la partie technique qu'on aura pu définir et les modalités de contractualisation qui vont plaire en négociation. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Je vais aussi repartir finalement pour reclore et reboucler avant la série de questions avec l'introduction juridique de Corinne et reparler un peu CSRD et certificat de biodiversité pour préciser que l'expert joue un rôle déjà actuellement dans la valorisation des services écosystémiques. Tout l'enjeu finalement des certificats de biodiversité et de la CSRD qui aboutit à une comptabilité en triple capital, c'est vraiment de pouvoir donner en euros une valorisation. Je n'ai pas dit la valorisation, j'ai dit une valorisation objective et justifiée d'un milieu naturel. Alors là, on commence à toucher quelque chose de très très sensible. Corinne l'a dit, attention à l'éthique. On ne donne pas un prix à la nature, hors de question. On ne donne pas un prix à la biodiversité, c'est reste nullus, c'est hors de prix. En revanche, on va pouvoir chiffrer quelques services écosystémiques. Et c'est quoi un service écosystémique d'ailleurs? C'est un service rendu par la nature à l'homme. C'est par exemple l'épuration des eaux que peut faire un sol. C'est la capacité de rétention hydrique d'un sol en contexte de fortes crues. C'est assez d'actualité en ce moment. Voilà, ce sont ces genres de services, notamment essentiellement de régulation d'ailleurs, qu'on va pouvoir arriver à chiffrer avec des méthodes mises au point par notre ordre
le CNEFAF, le Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière, de manière à plus tard, parce qu'on n'y est pas encore tout de suite, ça commence, fournir une valorisation et donc un indicateur qui est l'euro qu'on va pouvoir suivre dans le temps. Ça signifie que sur une parcelle donnée, c'est l'agricole, une parcelle forestière, on peut définir certains services écosystémiques en valorisation, voir leur évolution et voir aussi l'impact qu'un aménagement pourrait faire. Et c'est là où on va rentrer dans les crédits, dans les certificats de biodiversité. Je finance un aménagement, quel impact il a sur l'évolution, en positif on espère, des services écosystémiques. Voilà, j'en aurais fini. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Nous avons tenu pratiquement à quelques minutes près, puisqu'il est 40 notre temps. Est-ce que nous avons des questions? Oui, tout à fait. Nous en avons deux. Tout d'abord, pouvez-vous repartager le nom du rapport mentionné par Corinne Lepage sur les solutions basées sur la nature? Alors, je vais vous le redonner. On le mettra d'ailleurs sur le site éventuellement. Je le recherche, voilà. Alors, c'est un rapport le 15 octobre 2023 dans la revue Sciences de l'environnement total. Et c'est un rapport qui a été écrit par un certain nombre de gens. Là, j'ai le résumé. Hein, on peut télécharger le rapport global. Et c'est le crédit CR majuscule, E minuscule, D minuscule, I minuscule et T. Et là, l'auteur principal est Madame Martha Vicarelli, VICARE2LI. Ouais. Merci pour cette réponse. Nous avons ensuite une seconde question. Quels sont les risques pour une entreprise à ne pas se préoccuper du sujet de la biodiversité? Ouais. D'abord, si elle n'a pas de contraintes réglementaires à elle toute seule, admettons. Mais si elle travaille avec d'autres entreprises, ce qui est généralement le cas, qu'elle fournit des services ou des produits à une autre entreprise, elle va être rattrapée par la patrouille dans le cadre de la CSRD dont je parlais tout à l'heure. Et elle n'a pas de risque juridique à proprement parler, mais elle a un risque qui, à mon avis, encore plus grave, c'est celui de la perte de son marché pur et simple. Parce que si l'entreprise n'est pas en capacité de donner à son donneur d'ordre les éléments minimums qui concernent sa politique à l'égard de la biodiversité, la manière dont elle en est dépendante ou l'impact qu'elle a sur la biodiversité, eh bien, le donneur d'ordre changera de prestataire. Ça, c'est tout à fait clair. Il y a un deuxième sujet, c'est celui de causer des dommages. Si l'entreprise ne se préoccupe pas du tout de son impact sur la biodiversité, mais qu'elle cause des dommages à la biodiversité, eh ben, elle devra réparer. Alors, je vais vous donner une illustration de cela. Nous avons au cabinet gagné maintenant il y a 1 an et demi, mais c'est en appel, donc ce n'est pas une décision définitive, contre une entreprise qui avait déversé des milliers de mètres cubes d'eau polluée dans l'Escaut, dans la rivière Escaut. Et ce déversement, c'était 100 000 mètres cubes, hein, ce n'était pas une paille, avait eu pour conséquence de tuer 90% de la biodiversité. 90% de la biodiversité. Donc, cette entreprise, elle ne s'était pas trop préoccupée de l'impact de son activité sur l'environnement et sur la biodiversité. Ben, ça lui a coûté en indemnisation de la région wallonne, puisque les SCO coulent, comme on le sait, en France, mais aussi en Belgique et aux Pays-Bas, ça lui a coûté la bagatelle de 10 millions d'euros quand même. Donc, ça fait un peu réfléchir. Voilà. Alors, je dis que le jugement n'est pas définitif, il est frappé d'appel, on verra ce que dira la Cour d'appel. Mais enfin, ça donne quand même une idée. La réparation du préjudice écologique aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe et qui coûte cher. Voilà ce que je peux vous dire.
Peut-être peux mes vous donner les collègues. clés. Ah oui, au contraire. Oui, Allez-y. Très rapidement, sur la première partie, perte de marché, aussi bien en marché privé qu'en marché public, on commence à voir maintenant des demandes relatives à la politique biodiversité engagée par la personne qui souhaite répondre à l'appel d'offres. Et j'ai vu des réponses à appel d'offres écartées par manque. C'est un des critères, du coup, qui va rentrer dans la notation ou dans la sélection au marché privé. Voilà. Bertrand, vous vouliez ajouter quelque chose? Bon, il y a également un risque d'image qui est catastrophique, hein. Une société qui se préoccupe pas de la biodiversité et qui créerait des dégâts, on voit que la population est susceptible de se mobiliser très facilement. Aujourd'hui, dans le cadre d'associations, etc. Et c'est juste dévastateur sur le marché en cours et sur les marchés suivants. Donc, voilà. Alors que la prise en compte de la biodiversité peut être valorisée de manière très positive dans le cadre des activités de l'entreprise et passer de la contrainte à finalement une démarcation commerciale et une force commerciale pour l'entreprise. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? D'autres questions pour l'instant? Alors, moi, j'ai une question, Corinne, pour vous, si vous me permettez. Vous nous avez dit que quand vous étiez là aux assises à Giverny, il était question dans certaines grandes entreprises de faire entrer la nature dans les conseils d'administration. Est-ce que ces grandes entreprises sont allées jusqu'à imaginer d'avoir un administrateur qui serait l'administrateur des générations futures? Non. Je pense à mes enfants et je me dis qu'une entreprise comme Total, qui a une incidence sur l'environnement qui est quand même colossale, on peut imaginer qu'ils arrivent à s'arranger pour montrer que sur la nature ça va plus ou moins, mais que pour les générations futures, il y a quand même c'est une question liée mais différente. Alors, à ma connaissance, non, ça n'existe pas encore. Mais je n'ai pas une connaissance infinie, hein, mais je crois que ça n'existe pas encore. Est-ce qu'on peut, le cas échéant, on pourrait leur suggérer de rajouter On pourrait suggérer de poser la question, en tout cas. Oui. D'autant plus que de dire qu'il faut un administrateur des générations futures, c'est aussi quelque part de rappeler à l'entreprise l'importance qu'il y a pour elle de se programmer dans le long terme. Tout à fait. Voilà. Très bien. Écoutez, messieurs, merci beaucoup. Pour tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont participé, merci de votre participation, bien évidemment. Et comme d'habitude, ce webinaire sera susceptible d'être écouté et vu en replay sur notre chaîne YouTube. À très vite. Au revoir. Merci. Merci. À bientôt.